un vendredi de l'année 1985, Maynard, Massachusetts. Dans le massif bâtiment de briques d'une ancienne usine textile de l'époque de la guerre de Sécession, où résonnaient autrefois les métiers à tisser, un autre bourdonnement, régulier et électronique, régnait désormais. Cet immense édifice imprégné d'histoire était devenu le siège de la Digital Equipment Corporation, connue dans le monde entier simplement sous le nom de DUC. À cette époque, DUC était un titan absolu de l'industrie, ne cédant qu'à IBM en termes de taille. Si IBM régnait sans partage dans le monde des gigantesques mainframes d'entreprise, les machines DEC, les célèbres mini-ordinateurs de la série VAX, chacun de la taille d'un réfrigérateur imposant, se trouvaient dans les meilleurs laboratoires scientifiques, universités et bases militaires du monde entier. Imaginez-vous marchant dans les longs couloirs de cette usine réaménagée. Au lieu de fils de coton, des flux de données s'y entrelacent désormais. Le long des interminables murs de briques s'étiraient d'épais câbles coaxiaux, semblables aux dures artères jaunes d'une ère numérique nouvelle, encore mal comprise. L'air des salles des machines sentait le plastique chauffé, l'ozone des tubes cathodiques en fonctionnement et le café noir, fort, que les ingénieurs absorbaient par litres. Les indicateurs sur les lourds boîtiers métalliques des serveurs scintillaient sans arrêt de lumières rouges et vertes. Les terminaux luisaient d'un doux éclat phosphorescent, se reflétant dans les lunettes des spécialistes fatigués mais obsédés par leur travail. À cette époque, les réseaux informatiques commençaient à peine à sortir des salles isolées. La technologie Ethernet, qui permettait aux machines de communiquer entre elles à des vitesses incroyables pour l'époque, conquit rapidement le monde. Les ingénieurs se réjouissaient de chaque paquet de données transmis avec succès. Cependant, avec cette croissance rapide vint une menace cachée et extrêmement destructrice. Plus le réseau devenait complexe et étendu, plus il se rapprochait du désastre. Les spécialistes se sont heurtés à un paradoxe fondamental dans la construction de systèmes fiables. Pour qu'un réseau puisse survivre en cas d'imprévu, par exemple, si quelqu'un coupait accidentellement un câble ou si un port grillait, il fallait une redondance. Les données devaient toujours avoir un chemin de secours vers leur destination. Pour connecter de petits réseaux locaux en structures d'entreprises plus vastes, on utilisait des appareils appelés ponts. Ces ponts coûtaient des milliers de dollars et fonctionnaient incroyablement vite, mais ils présentaient un défaut fatal. Ils étaient absolument aveugles. Un pont n'avait pas de carte globale de l'ensemble du réseau. Il se contentait de recevoir un signal électrique sur un port et de le transmettre aux autres. C'est là que résidait la vulnérabilité mortelle. Si un administrateur, cherchant à améliorer la tolérance aux pannes, connectait plusieurs ponts de telle sorte que les câbles formaient une boucle physique fermée, quelque chose d'horrible se produisait. Ce phénomène est entré dans l'histoire de l'ingénierie sous le terme effrayant de tempête de diffusion. Imaginez cette catastrophe au ralenti. Un employé ordinaire tape une commande sur son clavier pour trouver une imprimante réseau. Un paquet de données quitte l'ordinateur et atteint le premier pont réseau. L'appareil ne sait pas où se trouve l'imprimante, il copie donc cette requête et l'envoie à tous les câbles disponibles. Ces copies se propagent au pont suivant, qui font fidèlement la même chose. Mais en raison d'une boucle dans l'architecture des câbles, une partie de ces copies retourne inévitablement vers le premier pont. Sans mémoire des actions passées, le premier pont les copie à nouveau. Un paquet électronique se transforme instantanément en deux, deux en quatre, quatre en 16, puis en milliers, dizaines de milliers et millions. En une fraction de seconde, le réseau commence à s'étouffer dans l'écho infini de ses propres messages. Les épais câbles jaunes sont submergés par un flux de trafic absolument inutile. Les données légitimes ne peuvent pas se frayer un chemin à travers ce bruit numérique. Les processeurs des périphériques réseaux chauffent à la limite, essayant de traiter une avalanche infinie de doublons, et toute la communication à l'intérieur du bâtiment s'arrête instantanément. Les écrans des utilisateurs se figent complètement. À de tels moments,
les administrateurs réseau devaient littéralement courir dans les interminables couloirs de l'usine, en panique, essayant de trouver ce câble supplémentaire pour le débrancher physiquement du port et briser le cercle vicieux. L'industrie s'est retrouvée dans une impasse. Le réseau, conçu pour être absolument fiable et résilient, s'est en réalité effondré à cause d'une seule connexion superflue. Les ingénieurs matériels ne comprenèrent pas comment faire en sorte que ces boîtes primitives en silicium communiquent entre elles et désactivent automatiquement les connexions redondantes, tout en les maintenant en réserve. Dans le même bâtiment, loin des administrateurs paniqués avec des câbles à la main, Radia Perlman était assise à son bureau. Diplômée du MIT, dotée d'un esprit mathématique exceptionnel, elle n'était pas une ingénieure matérielle typique. Son approche de la conception de systèmes se caractérisait par une élégance incroyable et une quête de pureté logique absolue. Dès les années 1970, travaillant dans le célèbre laboratoire d'intelligence artificielle sous la direction de Seymour Papert, elle a créé un système éducatif qui permettait même aux plus jeunes enfants de programmer des robots tortues. Cette première expérience a façonné à jamais sa philosophie. La technologie doit être intuitive, incassable et fonctionner de manière autonome afin que l'homme n'ait jamais à se plonger dans son fonctionnement interne complexe. Maintenant, travaillant comme ingénieur principal en routage chez DEC, Radia voyait la crise imminente différemment de ses collègues. De nombreux ingénieurs pensaient que les grands réseaux informatiques devaient être strictement contrôlés par un ordinateur central ou par un humain qui vérifierait manuellement, crayon en main, les schémas de connexion. Radia, quant à elle, croyait en la puissance des algorithmes distribués, auto-organisés. Dans sa vision, le réseau idéal était semblable à un organisme vivant et respirant. Si vous ajoutiez une nouvelle artère ou en bloquiez une ancienne, tout le système circulatoire devait en prendre conscience instantanément et rediriger les flux sans la moindre interruption. C'est ce vendredi que Tony Locke, chef du groupe de développement des technologies réseau, s'est approché de son bureau encombré d'impressions. Il apportait avec lui une tâche dont dépendait l'avenir de l'entreprise. La direction préparait la nouvelle génération de ponts transparents pour une sortie retentissante. Le matériel était pratiquement prêt, mais sans un protocole mathématique capable d'empêcher les boucles catastrophiques, ces appareils ne seraient qu'une pile de métal inutile. Tony a décrit l'essence du problème, mais ce qu'il a exigé comme condition a sonné comme une moquerie totale des lois de l'informatique. Il a déclaré que le nouvel algorithme devait être infiniment évolutif. Peu importait le nombre de ponts installés sur le réseau du client, 3, 30 ou 300 000. La logique mathématique devait consommer un volume de mémoire strictement fixe et microscopique sur chaque appareil. Le temps processeur devait rester constant. L'algorithme ne devait pas encombrer le réseau avec des communications de service. C'était comme demander à un groupe d'aveugles de se retrouver dans un labyrinthe géant, sombre et en constante évolution, en leur permettant seulement de murmurer à leurs voisins immédiats, tout en les obligeant à dessiner instantanément une carte parfaite des sorties sans avoir assez de papier pour la contenir. Tout autre programmeur de l'époque aurait qualifié cela de paradoxe mathématique. Le défi semblait insurmontable. En posant ces conditions inacceptables, Tony Locke a annoncé qu'il partait en voyage d'affaires pour une semaine exactement. Radia n'avait plus que le week-end et quelques jours ouvrables pour accomplir l'impossible ou admettre sa défaite. Le responsable est parti, se fondant dans les labyrinthes bourdonnants de la corporation. Radia est restée assise, entourée de serveurs, à travers les câbles desquels une autre tempête destructrice pouvait se propager à tout moment. Elle a écarté les lourdes spécifications techniques, a sorti son outil de travail préféré, un simple bloc-notes jaune ligné, et a pris un stylo. Plongeant dans le silence profond de ses propres pensées et dans le monde abstrait des graphes mathématiques, elle ne se doutait pas encore que sur ces pages jaunes allait naître un concept qui changerait à jamais les lois de la communication et poserait les fondations invisibles mais absolument indestructibles d'Internet.
Les vacances ont commencé par de longues et solitaires réflexions. Alors que la plupart des ingénieurs de la société s'efforçaient de résoudre le problème du routage par la force brute ou par des systèmes de contrôle centralisés incroyablement complexes, Radia Perlman s'est tournée vers l'abstraction pure. Elle a compris que la clé pour sauver les réseaux informatiques ne résidait pas dans les fils, ni dans les transistors, ni dans l'augmentation de la puissance des processeurs, mais dans une ancienne branche des mathématiques, la théorie des graphes. Dans cette science fondamentale, tout réseau imaginable est représenté comme un ensemble de points, appelés sommets, et de lignes droites ou courbes qui les relient, appelées arêtes. Si, dans une telle structure mathématique, il est possible de partir d'un point, de suivre les lignes arêtes et de revenir au point de départ sans jamais parcourir le même chemin deux fois, alors la présence d'un cycle dans le système est avérée. Et dans le monde impitoyable des réseaux informatiques des années 1980, tout cycle physique signifiait la mort instantanée du système par une tempête de diffusion infinie. Radzi devait trouver un moyen de faire en sorte que le réseau se transforme automatiquement d'un graphe cyclique en ce qu'on appelle un arbre couvrant. En mathématiques, un arbre est une structure de connexion particulière où il existe exactement un seul chemin entre deux nœuds quelconques. Pas de boucle, pas de chemin circulaire de secours, pas de connexion croisée. La complexité résidait dans le fait que les ponts réseaux de l'époque étaient des dispositifs primitifs. Ils ne savaient absolument rien de la vue d'ensemble de la manière dont les câbles étaient posés à l'intérieur d'un immense bâtiment. Ils ressemblaient à des personnes debout dans un brouillard épais et impénétrable. Chaque pont ne voyait que ses voisins les plus proches, qu'il pouvait littéralement atteindre par un signal électronique via un fil de cuivre. Comment faire en sorte que cette foule d'appareils aveugles se mettent d'accord et construisent un arbre parfait et sans conflit, sans chef principal et sans envoyer des millions de messages de service qui, en eux-mêmes, pourraient faire tomber le réseau? Imaginez ce processus d'illumination créative dans le silence d'une pièce. Les pages jaunes du bloc-notes se couvraient rapidement de cercles soignés et de lignes qui se croisaient. Radia barrait un schéma après l'autre, plongée dans la logique des systèmes distribués jusqu'à ce qu'elle trouve une solution d'une élégance saisissante. Si un réseau n'a pas de leader par défaut, alors il faut en choisir un. Et il faut le choisir instantanément, sans longue négociation ni dispute. Chaque pont réseau sortant de la chaîne de production de l'usine recevait son identifiant unique, un long numéro de série matérielle composé de 48 bits. Radia Perlman a décidé d'utiliser ces numéros d'usine comme base absolue pour construire une hiérarchie stricte et incontestable. L'algorithme, qui naissait sous sa plume ce week-end historique, fonctionnait sur le principe d'élection démocratique, mais extrêmement rapide. Au moment de la mise sous tension, chaque pont du réseau croyait naïvement être le nœud le plus important et commençait à envoyer à ses voisins de courts courriels électroniques, déclarant sa supériorité absolue. Ces minuscules portions de données de service recevront plus tard le nom d'unité de données du protocole de pont. Mais dès qu'un pont recevait un tel message d'un voisin dont le numéro matériel était mathématiquement inférieur au sien, il reconnaissait immédiatement sa défaite. L'appareil fier cessait de déclarer son leadership et commençait docilement à transmettre plus loin la nouvelle qu'un candidat plus digne avait été découvert sur le réseau. Quelques fractions de secondes après la mise sous tension, une onde invisible de ces courts messages parcourait tous les câbles coaxiaux jaunes du bâtiment. En conséquence, tout le réseau était absolument unanime quant à l'identité du seul leader. Cet appareil recevait le fier titre de pont Racine. C'était la première étape, la plus importante, du plan génial. Une fois le roi électronique désigné, une deuxième étape, non moins élégante, commençait. Chaque appareil du réseau devait déterminer le chemin le plus court vers cette racine principale. Les ponts analysaient la qualité et la vitesse des liaisons de communication, calculant le coût mathématique de chaque itinéraire disponible. S'il existait plusieurs chemins menant au pont racine, par exemple, un chemin direct mais trop lent, et un autre passant par plusieurs appareils intermédiaires mais via un câble très rapide,
Le pont calculait et choisissait de lui-même la meilleure option. Cet itinéraire optimal devenait alors la seule voie active vers le centre du réseau. Et c'est ici que se produisait la magie d'ingénierie principale de l'algorithme qui résolvait définitivement le problème des tempêtes de diffusion. Si un pont détectait qu'il possédait un câble menant également à la racine, mais qui n'était pas le plus court, ou qui doublait simplement un chemin idéal déjà existant, l'appareil prenait une décision cruelle mais nécessaire. Il désactivait par logiciel ce port superflu. Le câble restait physiquement branché dans le connecteur. Un faible courant électrique continuait de circuler dans sa hame de cuivre, mais le pont refusait catégoriquement de transmettre des données utilisateurs par celui-ci. Le port était mis dans un état de veille profonde ou de blocage. Ainsi, d'un enchevêtrement de fils complexes et chaotiques, plein de boucles mortelles, toutes les connexions redondantes étaient mathématiquement éliminées. Le réseau se transformait avec virtuosité en un arbre parfait, logiquement structuré, avec une seule racine et de nombreuses branches divergentes ne se recoupant jamais. Mais que se passerait-il si un employé débranchait accidentellement un câble vital ou si un technicien heurtait avec une serpillière le fil d'alimentation du pont principal? L'algorithme était prêt à faire face à un tel scénario. Le pont Racine envoyait en permanence, toutes les quelques secondes, de courts signaux ressemblant à un battement de cœur rythmique. Tant que les autres appareils entendaient ce pouls numérique, ils savaient que le réseau était en parfait état. Mais si le pouls disparaissait soudainement, les ponts comprenaient qu'une catastrophe s'était produite. Les ports de secours bloqués se réveillaient instantanément de leur sommeil. Les appareils recommençaient à communiquer, choisissaient rapidement de nouveaux chemins les plus courts et construisaient en quelques instants un tout nouvel arbre couvrant, rétablissant la connexion avant même que les utilisateurs ordinaires ne remarquent une interruption majeure sur leurs écrans. Au matin du lundi, alors que les ingénieurs de la société commençaient à peine à retourner à leur poste de travail avec des tasses de café chauds et forts, l'algorithme était prêt, complètement et sans équivoque. Ce que le chef d'équipe considérait comme une tâche incroyablement complexe, nécessitant des semaines, voire des mois de travail acharné pour tout un département, Radia Perlman l'avait résolu en seulement 2 jours, seule. Elle a créé le protocole de l'arbre couvrant, qui deviendra plus tard connu dans le monde entier sous son acronyme anglais de 3 lettres et deviendra la norme pour chaque commutateur réseau sur la planète. Ce nouvel algorithme était si simple, logiquement parfait et nécessitait si peu de ressources informatiques rares que sa créatrice n'a eu à enfreindre aucune des conditions strictes qui semblaient initialement impossibles à remplir. La quantité de mémoire vive nécessaire au fonctionnement du modèle mathématique était absolument négligeable et, plus important encore, totalement indépendante de la taille physique du réseau. Les processeurs des ponts ne remarquaient quasiment pas la charge supplémentaire infime créée par l'échange de messages de service. Le réseau pouvait évoluer à l'infini tout en restant absolument stable. Il restait encore quelques jours avant le retour de son chef de sa mission. Radia passa une partie du mardi à transférer soigneusement ses pensées d'un carnet jaune vers un document formel et rigoureux, une spécification technique. Elle documenta méticuleusement, étape par étape, chaque règle, chaque état de port et chaque chaîne logique, afin que les programmeurs de l'entreprise puissent traduire ces mathématiques épurées en code machine fonctionnel sans la moindre difficulté. Mais le travail principal fut terminé trop rapidement. Ressentant une légèreté et une joie incroyables face à l'élégance de la solution trouvée, elle décida d'ajouter au texte technique sec et ennuyeux quelque chose de tout à fait impensable dans l'environnement corporatif strict des ingénieurs de développement matériel. Inspiré par le rythme du célèbre poème « Trees » du poète américain Joyce Kilmer, Radia Perlman prit une feuille de papier vierge et écrivit un véritable poème. Elle a nommé sa création inattendue « Rime algorithmique ». Dans ses vers courts et légers, elle a décrit avec ironie comment son algorithme travaillait sans relâche pour créer un graphe sans cycle, comment un pont Racine assumait le lourd fardeau de la gestion
et comment l'ensemble du réseau était enfin libéré des tempêtes destructrices. Ce poème est devenu une partie intégrante et documentée de la spécification originale du protocole. Il ne servait pas simplement de plaisanterie d'un génie mathématique ennuyé. Il reflétait la profonde philosophie personnelle de Perlman. Elle croyait sincèrement qu'une technologie vraiment géniale devait non seulement être fonctionnelle et fiable, mais aussi esthétiquement irréprochable, aussi belle et claire qu'un bon poème. Quand le chef d'équipe Tony Locke est finalement retourné dans son bureau vendredi, se préparant à vérifier l'avancement de sa subordonnée dans la résolution d'une tâche apparemment impossible, une énorme surprise l'attendait. Sur son bureau se trouvait une spécification d'algorithme entièrement terminée, prête à changer à jamais les règles du jeu dans l'industrie informatique mondiale. Et la première page de ce document technique historique n'était pas une liste ennuyeuse de formules ou un graphique complexe, mais des vers. Tony Locke, chef du département de développement des technologies réseau de la corporation, se tenait au milieu de son bureau, tenant une pile de feuilles fraîchement imprimées. Il s'attendait à trouver des ébauches préliminaires, une liste de problèmes ou une demande de prolongation de délai. Au lieu de cela, il lisait un élégant poème sur l'arbre couvrant, suivi d'une preuve mathématique impeccable et de la logique de fonctionnement prête d'un algorithme. Perlman avait brillamment accompli la tâche impossible en moins de 2 jours. Les mathématiques étaient si parfaites et la logique si transparente que Locke n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il avait devant lui était le salut, non seulement de leur nouvel équipement, mais de toute l'industrie du réseau. L'algorithme ne nécessitait ni puissance de calcul supplémentaire, ni extension de mémoire. Il était prêt à être déployé. La phase suivante s'est déroulée dans les ateliers d'assemblage et les laboratoires de tests de la société à Maynard. Les idées sorties du papier devaient être traduites en silicium et en code machine. Les programmeurs ont pris le cahier des charges de Radia Perlman et ont commencé à traduire sa logique élégante dans un langage compréhensible par les microprocesseurs. Bientôt, dans un vaste laboratoire rempli de lourds racks métalliques et parcouru par des kilomètres de câbles coaxiales jaunes rigides, l'expérience décisive a eu lieu. Imaginez cette pièce. Le bourdonnement de puissants ventilateurs de refroidissement se fond en un son monotone unique. Une légère odeur de stratifié chauffé et de colophane flotte dans l'air. Un groupe d'ingénieurs est rassemblé autour d'un banc d'essai. Devant eux se trouvent plusieurs nouveaux ponts réseau, des boîtiers lourds qui étaient censés révolutionner le marché. Jusqu'à ce jour, personne sain d'esprit n'aurait connecté ces appareils en boucle fermée. C'était l'équivalent de jeter une allumette dans un baril de poudre. Une tempête de diffusion inévitable aurait surchargé les câbles de trafic inutiles en une fraction de seconde et paralysé tout le réseau du bâtiment. Mais aujourd'hui, les ingénieurs ont intentionnellement créé une boucle mortelle. Ils ont physiquement relié les appareils de telle sorte que les données puissent circuler à l'infini en cercle. Tous les regards étaient rendus fixés sur les rangées de petits indicateurs LED sur les panneaux avant des ponts. L'un des techniciens a soupiré profondément et a actionné l'interrupteur principal d'alimentation. Le courant électrique a parcouru les câbles. Dans la première fraction de seconde, les indicateurs d'activité sur tous les ports se sont allumés d'une lumière d'alarme continue. Ce fut le début de la tempête. Les appareils, s'éveillant, commencèrent aussitôt à s'échanger leurs messages de service. Mais ensuite, il se produisit ce qui parut un véritable miracle. Au lieu de se noyer dans l'écho infini de leurs propres signaux, le réseau s'est soudainement calmé. Les indicateurs cessèrent de brûler de manière hystérique et passèrent en mode de scintillement régulier et calme. L'algorithme de Radia Perlman a fonctionné avec une précision chirurgicale. Dès que les appareils ont échangé leurs numéros matériels uniques, ils ont choisi instantanément et sans équivoque le pont racine. Les autres appareils ont calculé en quelques millisecondes les chemins les plus courts vers le nouveau leader. Et le plus important, le pont qui se trouvait sur une section redondante du circuit a désactivé par logiciel son port supplémentaire de manière autonome, sans aucune commande humaine. Physiquement, le câble est resté dans le connecteur,
Mais logiquement, la boucle a été rompue. Les ingénieurs ont envoyé un paquet de données de test d'un ordinateur à un autre. Le paquet a atteint sa destination sans encombre. Ensuite, quelqu'un a débranché intentionnellement le câble actif, simulant une panne. Le réseau s'est figé pendant quelques instants. L'algorithme a immédiatement recalculé les itinéraires, a réactivé le port de secours bloqué et la transmission de données a repris. Ce fut une victoire absolue et sans équivoque. La nouvelle de ce succès s'est rapidement répandue au-delà des murs de briques de l'ancienne usine textile. À la fin des années 80, l'industrie a réalisé que les réseaux locaux ne pouvaient plus rester des îles isolées. Pour construire un réseau mondial, les équipements de différents fabricants devaient parler le même langage. L'Institute of Electrical and Electronics Engineers, une organisation internationale faisant autorité, a entamé le processus de normalisation. Radia Perlman a présenté son protocole au comité. Dans un monde où les réunions étaient dominées par des hommes en costume strict, débattant souvent de compromis techniques complexes, son algorithme se distinguait par sa clarté cristalline. Il ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Le comité l'a adopté presque sans modification, lui attribuant un indice technique rigoureux qui est entré à jamais dans les manuels d'informatique. La norme 802 points, un lettre D. À partir de ce moment, l'algorithme de l'arbre couvrant est devenu une condition préalable pour tout équipement réseau dans le monde. Chaque société fabriquant des commutateurs était obligée d'intégrer la logique de Perlman dans ses circuits intégrés. Les années ont passé. Les technologies ont évolué à une vitesse effrayante. Les lampons réseau ont évolué en commutateurs multipostes à haute vitesse. Les épais câbles coaxiaux ont cédé la place à la fine paire torsadée, puis aux fibres optiques capables de transmettre des informations à la vitesse de la lumière. Les réseaux se sont échappés des sous-sols et des laboratoires, enveloppant la planète d'une toile dense. L'Internet moderne est né. Et à chaque étape de cette croissance incroyable, au cœur de chaque nouveau commutateur installé dans la salle des serveurs poussiéreuses d'une école, dans le sous-sol d'une immense banque ou dans le centre de données géant d'un titan de la technologie, l'algorithme de Radia Perlman a continué à travailler sans relâche. Il a fonctionné chaque seconde de chaque jour, bloquant discrètement les connexions redondantes, prévenant les tempêtes et sauvant le monde numérique de l'effondrement. Des décennies plus tard, réalisant l'ampleur réelle de sa contribution, les journalistes et les historiens de la technologie ont commencé à attribuer à Radia Perlman un titre retentissant. Mère d'Internet. Radia elle-même a toujours accueilli ce surnom avec une ironie incroyable et une nette désapprobation. Dans ses rares interviews, elle soulignait avec sa modestie habituelle qu'aucune technologie de cette envergure n'est créée par une seule personne. Internet est le résultat du travail de milliers d'ingénieurs brillants, chacun ayant ajouté sa pierre vitale à l'édifice commun. Elle insistait sur le fait que son algorithme n'était qu'une pièce parmi les nombreuses d'un mécanisme extrêmement complexe. Cependant, la modestie de l'inventrice n'annule pas le fait historique. Sans le protocole de l'arbre couvrant, le routage précoce des données aurait été impossible. Les réseaux n'auraient pas pu passer à l'échelle pour connecter des milliers d'ordinateurs sans risquer de s'effondrer à la moindre erreur de topologie des câbles. La technologie Ethernet, sur laquelle repose aujourd'hui pratiquement tout l'Internet filaire, aurait pu se retrouver dans une impasse et céder la place à des systèmes d'entreprise beaucoup plus complexes, lents et coûteux. Le destin des grandes inventions d'infrastructures est paradoxal. Lorsque la technologie fonctionne parfaitement, elle devient invisible. L'utilisateur moyen ne se demande jamais pourquoi son message atteint instantanément l'autre continent, même si une excavatrice a accidentellement coupé un câble principal dans la rue voisine. Nous ne voyons pas des millions d'appareils se parler chaque fraction de seconde, voter, choisir les nœuds racines et reconstruire des arbres de routage invisibles. Aujourd'hui, le nom de Radia Perlman n'est connu que d'un cercle restreint d'ingénieurs réseau qui passent des examens de certification professionnelle. Elle ne fait pas la couverture des magazines People et les blockbusters hollywoodiens ne sont pas réalisés à son sujet.
mais chaque fois que vous ouvrez un navigateur, envoyez une photo, effectuez un virement bancaire ou regardez une vidéo, quelque part dans une armoire technique sombre, une minuscule puce de silicium exécute silencieusement et impeccablement la logique conçue par une femme avec un bloc-notes jaune à la main, en un seul week-end de 1985. C'est la logique qui a dompté la tempête numérique et offert au monde l'espoir d'une connectivité infinie.